Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bill Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelkader Larabi, expert international dans les ressources en eau auprès des Nations Unies et professeur en ingénierie de l'eau à l'école Mohammedia d'ingénieurs du Rabat pour discuter d'un enjeu crucial, la gestion de l'eau au Maroc. Alors, notre pays fait face à une crise hydrique sans précédent. Donc, nous allons explorer les défis actuels et les solutions possibles pour assurer une gestion durable des ressources en eau au Maroc. Bienvenue, Monsieur Abdelkader Arabi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous remercie pour cette invitation. Alors, dites-nous, quel est l'état actuel de la situation de l'eau au Maroc? Bon, alors, la situation de l'eau au Maroc est très critique parce que on vit quand même une crise très, très inquiétante concernant donc la gestion des ressources en eau parce on n'a pas assez d'eau qui est disponible, on a très peu d'eau par rapport aux années précédentes. Donc, on a vécu quand même une sécheresse qui a duré plus de 6 ans. Et par conséquent, c'était un cumul donc de sécheresse et par conséquent, on n'a pas eu assez d'apport d'eau, on n'a pas eu assez de précipitations et ce qui fait on se trouve dans cette situation de crise d'eau. Voilà, donc il y a la sécheresse, il y a les changements climatiques qui impactent beaucoup cette, disponibilité de l'eau. Donc, quelle est la politique du gouvernement en matière de gestion de l'eau? Bon, la politique, de gestion de l'eau au Maroc, bien sûr, a commencé depuis longtemps. Donc il y a des efforts qui ont été, déployés par, les gouvernements précédents, surtout la construction des barrages, heu, la mise en place donc, d'un arsenal, juridique, concernant donc, la législation de l'eau et tout ça donc, a contribué à une gestion relativement beaucoup plus, rationnelle des ressources en eau. Mais il y a encore des efforts à faire concernant, donc, la gestion de l'eau. Il y a beaucoup d'efforts à faire. D'ailleurs, Sa Majesté, il a bien précisé ça et bien sûr, il a donné la feuille de route pour, la gestion des ressources en eau pour qu'on puisse donc, ne pas, laisser donc, des populations assoiffées dans n'importe quelle, région du monde. Concernant cette feuille de route, où en sommes-nous dans ce processus? Oui, le processus donc, a commencé par la construction de barrages. Heureusement qu'on a assez de barrages. Vous connaissez que le Maroc, heu, a subi beaucoup de sécheresse, depuis les années 80, les années 90, les années 2000 et cetera. Donc, cette sécheresse-là, ces changements climatiques sont devenus, si vous voulez, structurels et par conséquent, on doit tenir compte et le gouvernement maintenant et les décideurs donc tiennent beaucoup compte de cette, décision de cette, heu, sécheresse ou de ces sécheresses-là qui sont structurelles et par conséquent, maintenant, avec, l'inégalité des précipitations dans le nord et le sud, donc il y a ce que vous avez donc, sans doute entendu depuis l'an dernier, cette interconnexion entre bassins. Les bassins qui sont excédentaires où il y a assez d'eau dans le nord, le Locus et le Soubou, vers les bassins qui sont déficitaires, qui est par exemple le bassin de Marbi et le bassin de Bourg-Grec. Donc vous connaissez cette interconnexion qui a sauvé vraiment donc, les villes côtières, en particulier Casablanca Nord, qui est alimentée actuellement par cette, interconnexion entre bassins Sebou et Bourg-Grec. Donc, vous pensez que cette politique, des barrages, compte tenu des défis actuels, est une approche qui est toujours viable? Oui, la politique des barrages reste toujours viable, mais avec les changements climatiques, elle reste insuffisante. Insuffisante. Il a joué son rôle très important depuis longtemps pour l'irrigation donc de plusieurs millions d'hectares, donc plusieurs milliers pardon de hectares. Donc on a atteint le 1,5 million d'hectares, mais avec, les changements climatiques et l'accélération des changements climatiques, les barrages, sont devenus donc, si vous voulez, certains, à moitié vides ou même, certains qui sont vides et par conséquent, si vous voulez, leur rôle devient très limité par conséquent. C'est pour cela on a pensé à autre chose, au moins pour l'alimentation en eau potable. Donc on a
démarrer donc ce qu'on appelle donc les stations de dessalement qui vont donc assurer et garantir l'alimentation en eau potable, surtout les villes côtières et les grands centres comme Casablanca, Agadir, Nador, Tanger, etc. Donc il va y avoir donc une vingtaine de stations de dessalement pour le Maroc d'ici 2030 et qui va assurer quand même une grande partie de l'eau potable qui sera servie par ces stations de dessalement. Alors effectivement, le dessalement de l'eau de mer est une solution envisagée pour pallier le manque d'eau, mais il pose des défis environnementaux, donc notamment les résidus de sel. Comment le Maroc prévoit-il de gérer ces résidus pour éviter la dégradation des sols et autres impacts environnementaux? Oui, c'est vrai, ça c'est une très bonne question. On ne doit pas uniquement penser donc à la mise en place de stations de dessalement, mais il faut aussi penser, c'est vrai, il faut résoudre le problème donc de l'alimentation en eau potable des agglomérations et des populations, mais on doit penser aussi donc à l'impact sur l'environnement. Il y a un impact négatif sur l'environnement, donc parce que le résidu de sel qui en résulte de ce dessalement doit être aussi géré d'une manière très rationnel, c'est-à-dire on ne doit pas le jeter dans la mer de nouveau parce qu'il va avoir un impact très négatif sur l'environnement, sur l'écosystème et par conséquent, on doit penser donc à le réutiliser sous forme de transformation industrielle pour mettre en valeur quand même des produits chimiques ou des produits qui vont servir à l'industrie par la suite. Donc, et d'ailleurs, nous avons un projet de recherche avec le ministère de l'Équipement et de l'eau. Dans ce sens-là, c'est d'essayer un petit peu de mettre en place certaines technologies de réutilisation de ce résidu-là et le transformer pour être utilisé dans les industries marocaines. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette stratégie? Oui, c'est une stratégie qui est de la recherche-développement. C'est recherche appliquée au niveau donc de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer donc, de transformer le résidu, donc les saumures, ça s'appelle les saumures. Ces saumures-là vont être, au lieu de les jeter, on va donc les transformer par des produits chimiques pour être utilisés sous forme de produits qui sera utilisé dans l'industrie, qui sera donc utilisé dans les industries du Maroc. Et à ce moment-là, on ne va pas jeter ces saumures-là, ils vont être réutilisés. Donc, avec les changements climatiques en cours, quel type de phénomène météorologique extrême le Maroc pourrait-il rencontrer et comment ces phénomènes pourraient-ils affecter les ressources en eau? Oui, c'est vrai. Maintenant, toutes les projections donc climatiques au niveau planétaire sont déstabilisées et par conséquent, comme le Maroc se trouve dans une région méditerranéenne qui est très influencée par le désert, par le Sahara et puis l'océan Atlantique, etc., alors on est dans un point qui est chaud, qui est donc hotspot, comme on appelle en anglais. Alors, cette région-là, euh, selon les projections, va subir donc des sécheresses très prolongées et des fréquences aussi importantes et qu'on va avoir moins de précipitations, donc moins d'apport d'eau, c'est-à-dire, et puis on va vivre aussi des inondations, des crues, des inondations. Et par conséquent, c'est ça, donc on doit penser donc à faire des études, à faire de la recherche pour essayer de voir un petit peu les prévisions donc, climatiques dans l'avenir pour qu'on puisse être prêt à gérer donc, ces situations-là extrêmes, soit des pluies qui sont donc des averses, si vous voulez, orageuses, soit des sécheresses où il n'y a pas assez d'eau. Et d'ailleurs, l'orientation de la recherche, c'est dans ce sens-là. C'est pour cela que nous avons maintenant un projet de recherche où le Maroc est impliqué à travers notre université Mohammed V de Rabat dans les prévisions des changements climatiques et des événements extrêmes dans la Méditerranée, avec tous les pays européens, Italie, France, Grèce, Turquie, etc. Et même il y a d'autres pays qui sont impliqués comme l'Allemagne et comme aussi donc, la Hollande, qui sont des pays qui ont fait beaucoup de progrès dans le domaine donc, des projections des changements climatiques. Donc, est-ce qu'il y a d'autres plans concrets à long terme pour garantir la résilience de ces infrastructures hydrauliques
face, bien sûr, au futur scénario de sécheresse prolongée? Oui, c'est vrai. Donc, premièrement, pour les infrastructures, on doit tenir compte au début pour leur construction. Donc, avec les changements climatiques, l'accélération de l'impact des changements climatiques, eh bien, on est amené donc à construire des barrages et faire des dimensionnements pour tenir compte déjà des phénomènes extrêmes. Parce que les phénomènes extrêmes peuvent apporter des inondations assez importantes. Et par conséquent, on doit tenir compte de ça grâce aux projections climatiques. Grâce au changement climatique, grâce aux projections climatiques, on peut avoir une idée sur, si vous voulez, les quantités d'eau qui peuvent être précipitées et ensuite ruisseler vers les sites de barrage. Et à ce moment-là, on va tenir compte et essayer donc de garantir les infrastructures contre ces crues-là et ces inondations. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que on doit aussi construire des barrages pour essayer donc de récupérer et stocker cette eau-là qui peut provenir, par exemple, des averses comme il se passe actuellement dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Vous avez vu donc beaucoup d'averses et bientôt la semaine prochaine, il va y avoir aussi des averses et par conséquent, il faut avoir, si vous voulez, des conteneurs. Et les conteneurs, ce sont les barrages qui vont stocker cette eau-là qui pourra être réutilisée par la suite. Déjà, dans cet été-là, on a quand même récupéré plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui sont stockés dans l'oriental et dans le sud-est du Maroc à travers donc, les barrages qui sont déjà là, en train de stocker cette eau-là. D'autres pays font face à des défis similaires, en matière de gestion de l'eau dans le contexte du changement climatique. Quelles pratiques ou innovations de ces pays pourraient être appliquées au Maroc pour améliorer la gestion de l'eau? Oui, c'est vrai. Il y a donc beaucoup de pays voisins qui sont à côté de nous. Bon, on a quand même les pays européens, et en particulier l'Espagne, l'Italie, la Grèce, et puis il y a les pays sud-méditerranéens. Mais n'oubliez pas que le Maroc a fait beaucoup d'efforts et il se trouve parmi les pays qui ont fait beaucoup d'efforts dans la gestion des ressources en eau. Donc, il se trouve parmi les pays développés, en particulier dans le domaine de la législation. Ça, c'est très important d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais la semaine dernière dans une école d'été concernant le stress hydrique dans la Méditerranée et ils ont apprécié ce que en train de faire le Maroc concernant donc la gestion des ressources en eau, soit en termes donc de sécheresse ou en termes, par exemple, de, de, de mise en place de stations de dessalement ou bien de réutilisation des eaux usées pour irriguer les espaces verts et aussi les espaces verts et aussi les golfs, parce que c'est très important. Et on peut même penser maintenant et voir un petit peu comment on peut recharger les nappes par les eaux usées traitées et aussi les eaux usées traitées pour être utilisées dans certaines cultures de l'agriculture. On doit déjà penser à ça. Alors, autre chose concernant donc, si vous voulez, de la résilience donc, au changement climatique, surtout pour l'agriculture, parce que chez nous au Maroc, c'est l'agriculture qui consomme beaucoup d'eau et par conséquent, on doit déjà penser, on a déjà commencé depuis longtemps à utiliser des méthodes économes d'eau, l'irrigation par le goutte à goutte, comme ça on ne perd pas assez d'eau, et puis penser beaucoup plus à faire des cultures, des cultures résilientes qui ne consomment pas assez d'eau, c'est-à-dire ne pas cultiver par exemple les pastèques, ne pas cultiver les avocats, ne pas cultiver donc toute culture qui consomme assez d'eau. Donc on doit penser donc à des cultures résilientes qui peuvent nécessiter moins d'eau et qui peuvent être, si vous voulez, produites dans un temps relativement très limité. D'accord. Alors, la phrase de Théodore Stick, si vous vous rappelez, au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Est-elle toujours valable aujourd'hui dans le contexte actuel de la gestion de l'eau au Maroc? Oui, ça vous savez, c'était auparavant, hein. Donc, gouverner, c'est pleuvoir au Maroc. Maintenant, avec les changements climatiques et l'accélération de ces changements climatiques, c'est ça qui nous a surpris beaucoup. C'est cette accélération. On savait qu'on a les changements climatiques. Mais le problème, on ne savait pas qu'il va être accéléré de cette manière-là. Alors maintenant, pleuvoir, c'est vrai, on doit faire on va déployer beaucoup d'efforts pour essayer donc de récupérer cette eau-là et ne pas laisser d'eau aller être perdue, par exemple dans la mer, pour les eaux de surface. Et en même temps, essayer de les stocker, soit dans les barrages, soit dans les nappes d'eau souterraines. Parce que notre point faible, notre bête noire, ce sont
maintenant ces nappes-là qui sauvent maintenant les cultures, mais ils sont en train d'être surexploités. C'est ça le problème. Nos nappes d'eau souterraines, ils jouent un rôle très important pendant les périodes de sécheresse, pendant la crise. Ce sont eux maintenant qui nous sauvent. Nous sauvent parce que l'agriculture, les gens donc utilisent beaucoup plus. Il n'y a pas d'irrigation des barrages. Qu'est-ce qu'ils utilisent donc les exploitants? Et puis ils sont en train de creuser des puits, approfondir aussi les puits de pompage et par conséquent surexploiter la nappe, c'est-à-dire épuiser la nappe de souterraine. Le peu d'eau qui reste dans les nappes souterraines est en train d'être épuisé maintenant. Alors on doit faire beaucoup attention, malgré qu'il y ait la législation, malgré qu'il y ait la police de l'eau, malgré que le Maroc a fait beaucoup d'efforts, mais malgré ça, il reste une insuffisance. La gouvernance reste encore un point à améliorer dans l'avenir, parce qu'avec cette sécheresse-là, donc on peut s'attendre à beaucoup de points faibles dans le cadre de la gouvernance de l'eau. Et aussi, malgré les efforts de sensibilisation, les habitudes de consommation d'eau ne semblent pas changer d'une manière significative. Donc, quels moyens supplémentaires pourraient être utilisés pour éduquer et inciter la population à adopter des comportements plus responsables? Là, vous avez posé une question très, très, très importante sur la sensibilisation de la population. Mais à mon avis, vu l'expérience que j'ai eue depuis 2005 pour la sensibilisation de l'économie de l'eau et avoir donc un comportement différent vis-à-vis donc à l'utilisation de l'eau, eh bien, je pense qu'il faut commencer, si vous voulez, la sensibilisation depuis l'éducation, depuis l'enfance. Et c'est pour cela, donc, on s'est aperçu donc en 2005 qu'on doit commencer à sensibiliser les gens dès le premier âge, c'est-à-dire depuis l'école. C'est à l'école qu'il faudrait sensibiliser les gens et pas les sensibiliser comme ça en leur donnant certains cours. Non, c'est faire donc des pratiques, des visites sur le terrain, prendre les élèves, les lycéens ou bien les primaires et aller dans les stations de dessalement, vers des barrages, voir la sécheresse dans les déserts pour voir un petit peu, il y a moins d'eau. Donc, à mon avis, commencer la sensibilisation dès l'enfance, comme ça, l'enfant et l'élève donc va vivre au fur et à mesure cette sensibilisation pendant donc, si vous voulez, son enfance. Et puis, lorsqu'il devient adulte, il sait déjà quand même qu'il doit faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'il sera donc, si vous voulez, adulte, il a déjà donc reçu toute, si vous voulez, il a été déjà sensibilisé. C'est ça, c'est pour cela en 2005, grâce à un projet avec l'UNESCO, nous avons préparé 5 livrets pour les élèves dans le collège et le primaire, et on l'a distribué pour que les professeurs et les instituteurs puissent, si vous voulez, consulter ces documents-là pour préparer ces élèves-là pour être sensibilisés en classe et dans les visites de terrain, et surtout pour étudier des cas pratiques, visite des barrages, visite des stations de sellement, visite des stations d'épuration d'eau, et aller dans le désert pour voir un petit peu les gens, comment ils vivent, comment ils arrivent à trouver dans la montagne aussi, comment les gens arrivent à avoir de l'eau, les difficultés, etc. C'est comme ça qu'on peut préparer des adultes par la suite, sensibilisés pour l'économie de l'eau et pour ne pas, si vous voulez, épuiser les ressources en eau et protéger aussi l'environnement. Pour Monsieur Larabi, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, moi, ce que je voulais ajouter, peut-être un point qu'on n'a pas encore discuté, c'est les nappes d'eau souterraines, parce que ce sont elles, qui sont en train maintenant de nous sauver. Partout donc au Maroc, eh bien, les gens utilisent cette eau-là pour l'agriculture, pour l'OP, etc. Donc, ce que je demande, eh bien, il faut essayer de protéger ces nappes d'eau souterraines parce que, en fin de compte, ce sont les réserves stratégiques qui sont très utilisables lorsqu'il y a des sécheresses et lorsqu'il y a un changement climatique. Donc, ce que je recommande, il faut essayer de protéger ces réservoirs-là, ils sont très importants au lieu de les épuiser, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, et puis, il y a un point très important auquel on n'a pas donné beaucoup d'importance, c'est cette efficience d'eau. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts
pour, si vous voulez, mobiliser assez d'eau dans les barrages et dans les nappes. Et lorsqu'il sera utilisé et distribué, eh bien, il y a beaucoup de pertes à travers le réseau de distribution, soit dans les villes ou les centres urbains ou dans les campagnes. La même chose pour l'agriculture. Donc, le fait de mobiliser beaucoup d'eau, parce que quand même, ça coûte cher pour nous, pour l'État. Et puis, une fois qu'il est là, il est distribué, eh bien, on est en train de le perdre partout dans les réseaux de distribution. Donc, on doit dès maintenant faire beaucoup d'efforts. Le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour que l'eau distribuée soit, donc, ne soit pas perdue dans les réseaux de distribution, que ce soit au niveau urbain pour l'alimentation en eau potable, ou que ce soit au niveau donc des plaines et des périmètres irrigués. Voilà. Il faut faire beaucoup d'efforts parce que c'est là où il y a les grandes pertes d'eau et la non-efficience de l'eau. Ce sont quand même des millions et des millions d'eau, de mètres cubes qui sont perdus. On doit faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Donc, ce sont les deux recommandations avec lesquelles je termine. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci à notre invité pour ses éclairages précieux sur la gestion de l'eau. Et alors, la crise de l'eau est un défi que nous devons surmonter et relever ensemble avec des solutions innovantes et une prise de conscience collective. Alors, je remercie encore une fois Monsieur Larabi Abdelkader. Je suis Nessima Kab et j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.